Pardon, pour ceux qui connaissent. Et voilà, un petit bouton et ça marche pas. Voilà, bon, on la refait. Allez, bon, je la refais, attendez, je la refais en ASMR du coup. ASMR, on peut faire le slurpage de café en ASMR, c'est le truc qui me rend le plus dingue le matin. Tu sais, quand t'es avec des gens, t'es là. Ça, c'est le son qui me rend dingue le matin. Quand t'es misophone, en fait, voilà, le slurpage de café le matin, ça te rend dingue. Bon, alors du coup, maintenant, je vais pouvoir faire du ASMR. Bon, bienvenue dans la revue de presse du monde moderne. On va parler de champions aujourd'hui. Après avoir slurpé, on va continuer complètement en ASMR. Non, on va pas faire ça en ASMR, enfin, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce truc? Non, parce que, vous savez, sur Twitch, il y a plein de vidéos d'ASMR. Ben ça, c'en est pas une. Ça va changer. Alors, je disais... avant de ne pas avoir appuyé sur le bon petit bouton. Bienvenue dans la revue de presse du monde moderne. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, que vous soyez dans votre cabine de grue de chantier, que vous soyez dans votre tracteur, que vous soyez dans votre bureau de collaborateur à l'Assemblée nationale ou que vous soyez dans votre bureau de Premier ministre à Matignon, un peu n'importe où, partout, y compris dans les cabines d'avion qui captent le Wi-Fi, notamment le Global 7500 qui permet d'être connecté même quand on fait le tour du monde. Vous êtes partout. Merci de nous donner le sourire tous les matins ou presque. Ichiro 13. Merci pour ces 4 mois d'abonnement. Merci Claudia pour l'abonnement également. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à passer le bon mot, à dire que oui, tous les matins, tu sais quoi, avant d'aller chialer et de me dire que franchement, je me lève. Je me dis que bon Macron est président de la France, donc on a une chance phénoménale. Donc déjà rien que ça, tu vois, j'ai la pêche. Et 2, je regarde la revue de presse du monde moderne sur Twitch et là j'ai encore plus la pêche. Et 3, après ça vous regarde, je veux pas savoir. Alors aujourd'hui on va parler de nazis qui ont des procès 100 ans après, c'est un peu tard, 50 ans après c'est un peu tard, mais c'est toujours ça de prix. On va parler de Carlos Ghosn. Eh oui, alors qu'est-ce qui se passe Carlos, Léa Salamé peut plus faire d'interview. Il paraît que t'as encore de trouver. On a découvert un truc où tu planquais 30 millions via les paradis fiscaux. Alors non, via le Moyen-Orient. Vous allez voir, c'est formidable. On va parler liberté de la presse. On va parler des IL qui sont devenus IL, qui veulent redevenir L, que c'est pas forcément la transition dans un sens et dans l'autre. C'est pas évident.
La malle s'est fait la malle. Le train de la hype commence. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Plus que jamais, nous avons besoin de vos abonnements. On va commencer d'ailleurs par parler de la liberté de la presse. Vous savez, chaque année, Reporters sans frontières fait un classement des pays avec le classement mondial de la liberté de la presse. Alors, c'est parfois décrié, parfois on se demande. Alors, la France est au 26e rang mondial, si vous voulez savoir. C'est pas génial, mais c'est pas pire. C'est juste que, bon, bah voilà, en France, les journalistes, tant qu'ils posent pas de questions qui fâchent, ça se passe bien. Sinon, 5 indicateurs qui reflètent la liberté de la presse dans sa complexité: le contexte politique, le cadre légal, le contexte économique, le contexte socio-culturel et la sécurité. Et donc, on ne peut pas vraiment comparer avec les années précédentes, ils ont un peu changé leur truc. Donc voilà, mais... Évidemment, la guerre en Ukraine change les choses. La Russie a dégringolé à la 150e place. L'Ukraine se situe à la 106e place. La France, avec violence, quand on a vu les journalistes traités en manifestation, plus Mediapart qui était perquisitionné, etc. Les Pays-Bas ont perdu 22 places. Ils étaient bons élèves, mais il y a eu quand même un assassinat d'un journaliste, Peter de Vries, qui a posé question. Et puis au sommet du tableau, toujours les mêmes. La Norvège. Le bon élève dans tout, école, douceur de vivre, froid ultime, taux de suicide, la Norvège. L'Irlande, 6e, l'Irlande, voilà. Le Portugal, 7e, ou le Costa Rica, allez savoir pourquoi, c'est 8e. Et puis parmi les moins bien classés, vous l'avez évidemment... La Corée du Nord en queue de peloton avec l'Érythrée et la Chine qui est à la 175e place. Voilà, ça c'est pour le classement de la liberté de la presse. Alors en France, on a une confiance toute modérée dans les médias, au-delà de la liberté de la presse, on voit que la confiance dans les médias dégringole. C'est vrai qu'on se dit, mais enfin, à quoi ils servent les médias si c'est pas pour poser les bonnes questions, juste avant les élections, et puis après on s'en fout. Moi 100 points de crédit social, merci, je n'ai pas respecté les règles d'Ursula, j'ai dit que les vaccins, j'ai rien dit, j'ai dit vaccinez-vous, 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 il y a un nouveau lot qui arrive, on fait des promos, c'est un cornet de frites acheté, une injection, une infection, tout ça est offert avec le petit pins Olivier Véran, la petite marionnette, voilà, je vous la donne, de toute façon, il sert plus à rien, on l'a changé, on va mettre Malurès et le chauve là, ouais, okay, mais oui. Oui, il mord, oui. Attention, vous approchez pas, ouais. Il mord celui-là, oui. Voilà, c'est merveilleux. Alors, commençons. Le Pins Véran, bah ouais. Le cornet de frites. Alors, il est vacciné, le petit, hein? Tu veux un peu de jambon? Tiens, tu te rappelles, moi, quand j'allais à la boucherie, t'avais toujours droit à ton petit bout de saucisson, tu sais, pour t'habituer, en fait, te rendre client très vite, quoi. Tiens, il veut son petit bout, il veut son petit jambonneau. C'est-à-dire qu'il est 10h du matin, je viens de manger mon pain au chocolat, je suis déjà obèse, monsieur le boucher, j'ai passé une bonne idée. Mais si, il va prendre son petit jambonneau. Et ben maintenant, c'est... Alors, il a sa petite dose, hein? Il a fait sa petite dose de... Bon, il est 10h du matin, je viens de manger mon bout de carton, là. C'est gravissime. Enfin voilà, chocolatine, excusez-moi, chocolatine pour ceux, évidemment, le petit jambonneau, petit jambonneau du matin, il a son petit cognac. Bon, allez, ouais, remets-moi café cognac pour la 12. Toujours la 12, La 12, attention, vous filez un mauvais coton, je vous le dis, la table 12, ça picole trop dès le matin. Alors, on va parler drogue, on parlait charcuterie, maintenant on va parler drogue. Alors attention, paf, l'inquiétante épidémie de cocaïne. Dis-moi pas que c'est pas vrai. L'inquiétante épidémie de cocaïne. Ça touche tous les secteurs. Journalistes, politiques, journalistes, cadres, sup, ouvriers, tout le monde sniffe de la coke. Oui, parce que c'est la drogue de l'assurance, c'est la drogue de la performance. Donc même quand t'es un peu stressé au boulot, tu vois, hop, on faisait la blague la semaine dernière. D'ailleurs, on regardait ensemble l'incroyable mouvement de narine de notre président, qui est le meilleur président que le monde ait jamais connu, et qui a quand même un mouvement de narine très 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 doux, très très maîtrisé. C'est un geste technique que peu peuvent faire. Voilà, donc le canard à nanar s'inquiète. Je pense qu'il a dit bon, faudrait peut-être qu'on tire l'alarme. Oui, alors moi, vous savez, c'est pas mon truc, la cocaïne. Je préfère le café. Puisque le canard à nanar, parce que c'est Bernard Arnault qui est propriétaire de Aujourd'hui en France, Le Parisien.
Et donc c'est lui qui est le Français le plus riche du monde et c'est lui qui est également sponsor d'Emmanuel et Brigitte Macron. Et donc là il s'est dit oh là 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 mais c'est incroyable ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc alerte à la coco. Alors la coco elle vient de loin, hein. Elle vient de Bogota, Colombie, etc. comme d'habitude. Elle passe par la Guyane où parfois des mules guyanaises injectent des pastilles de coke dans des pochons en préservatif et autres pour après faire caca une fois passé la frontière pour que ça finisse dans ta narine. Idiot. Et toi, tu payes ça une fortune. Et 50 à 60 euros du gramme, alors que ça coûte 150 euros le kilo à produire, hein, après une fois que c'est passé dans l'intestin d'une mule. Mais c'est dingue. Alors bon, il y a des mecs comme Bigorgne, hein, le patron de l'Institut Montaigne, hein, qui tapait comme un champion. Mais ils sont nombreux à taper comme des champions dans toutes les professions. Comme je vous le disais en introduction, c'est un vrai fléau. On parle d'épidémie. Le problème de la cocaïne, c'est qu'elle rend extrêmement dépendant, qu'elle crame beaucoup de neurones, qu'elle rend très con et qu'elle rend très dépendant. Voilà, et qu'elle coûte très cher et qu'en plus, à produire, c'est une horreur mafieuse. Donc voilà, c'est bien de la merde. Alors non, ça arrive plutôt via les aéroports, via la Guyane. En France, il y a le port du Havre, évidemment, où il y a des saisies énormes. Les ports, hein, sont des lieux d'entrée, évidemment. Marseille, le Havre en sont deux portes d'entrée absolues. Et oui, la coke te rend absolument con. Et ouais. Oh. Ceci expliquant cela, hein, voilà. Donc ne cherchez plus, hein, ne cherchez plus. Voilà. Donc non. Ici, on avait alerté, hein, sur ce fléau, sur le danger. À la fois l'Institut Montaigne, hein, qui est tombé face à ce fléau, mais aussi combien d'autres. Alors c'est plus la drogue des riches justement, ça coûte très cher mais elle s'est démocratisée, du coup elle est dégueulasse parce qu'à l'époque, hein, à l'époque de Jacques Chirac, tout ça, ça allait bien, c'était de la bonne, hein. Comme je vous ai expliqué, en plus vous aviez l'ambassade de Colombie qui est juste la rue adjacente à l'Élysée, donc ça permettait voilà, d'avoir des échanges diplomatiques simples. Là maintenant tu fais vraiment, c'est par pochon, ça arrive, c'est coupé avec des produits, alors les médecins alertent, hein, parce que non seulement ça te con, mais en plus ça détruit la cloison nasale, donc après il faut reconstruire la cloison nasale parce que t'as plus de nez en fait, t'as juste un trou, enfin t'as ton nez mais sans le cartilage qui a été bouffé par la coke, et pour les neurones il n'y a rien à faire, hein. C'est perdu c'est perdu. Voilà, et donc c'est vrai que si on pouvait éviter, si on pouvait arrêter en fait à prendre de la drogue de merde comme celle-là par exemple, et s'arrêter à ce qu'on peut produire bio, local, tu vois, sans trop de pesticides, hein, avec pas trop de sulfite non plus, enfin voilà ce que je veux dire, enfin bon, arrêter avec ces drogues ringardes qu'est la coke, ça ferait pas de mal à personne, je pense, voilà. Michael Jackson, non, lui il prenait des caissons d'oxygène hyperbare. Alors bon bah lui il est sous Prozac, hein. C'est pas la même drogue, hein. C'est Stéphane Le Foll, hein, celui qui voulait être candidat aussi, mais c'est bon, finalement c'est Anne Hidalgo qui a été candidate, et puis le PS a fait 1,74%, et puis le Parti Socialiste qui était le parti de Jaurès quand même, hein, c'est ça qui est terrible. Alors après bon, ils ont gardé le nom, tu vas me dire, mais ils ont enlevé tous les portraits au mur et tout, en même temps ils ont vendu le siège. Il se dit une partie de l'électorat du PS s'abstiendra ou votera Macron. Alors là, on parle des législatives, hein. Alors les mecs ont fait le procès de Mélenchon qui disait « Moi, élisez-moi Premier ministre ». On dit « Mais enfin, on ne personnalise pas, hein, l'élection législative ». Et là, le mec dit quoi, ils voteront Macron aux législatives. Donc si ça, c'est pas nationalisé, clairement, le scrutin des législatives, c'est quoi, hein, Stéphane? Dis-moi. Non, dis-moi, parce que je suis perdu. Évidemment que le PS va voter Macron. Ils le font tout le temps depuis déjà 2017. C'est le PS qui a fait Macron. C'est les Strauss-Kahniens. C'est la base du Parti Socialiste qui crée la République En Marche et qui fait l'horreur macroniste que nous vivons depuis 5 ans et que nous allons prendre sur la gueule 50 de plus. Donc le PS, ça fait longtemps qu'il devrait s'appeler la République En Marche et qu'on passe à autre chose. Voilà. Bon, allez, hop, comme ça, je vous fais un prix de l'eau. Tu veux une tranche de saucisson, hein? Tu veux une vieille affiche du PS avec Mitterrand, là, la France tranquille, là, tiens. La force tranquille, pardon. Tiens, donnez pas ça aux gosses, je suis vu suffisamment d'horreur. Non mais c'est merveilleux le PS. Les gars, quelqu'un leur dit qu'il faut fermer la lumière et rendre les clés là. Il n'y a pas un liquidateur qui peut arriver et dire bon, on ferme l'entreprise, donc il reste encore beaucoup d'employés quand même, mais on arrête quoi. C'est assez dingue. Donc voilà, non, le PS c'est la République En Marche. Passons à autre chose donc. Comme ça on gagnera un temps fou. Voilà, on gagnera un temps fou.
Jean Lassalle, ouais, Jean Lassalle ne sera pas candidat cette fois-ci pour être député. Il a été 2 fois candidat malheureux à la présidentielle. 67 ans, Jean Lassalle, ce mardi. Bon anniversaire Jean Lassalle. Il a annoncé lundi à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques qu'il ne se représenterait pas. Alors il va peut-être présenter son cousin, je crois, à la place. Il a dit bon, c'est un Lassalle. Il a un bon coup de fourchette aussi. Alors il en a marre hein, du jeu politique évidemment, mais il doit aussi se faire opérer prochainement à cœur ouvert, donc un peu de calme ne nuira pas à la convalescence. Voilà, il va manquer hein, Jean Lassalle évidemment, clairement hein, dans les rangs de l'Assemblée nationale. C'était une dernière grande gueule, c'était bon voilà, c'était une certaine vision de la France aussi hein, mais pas voilà, bon voilà, bon vin. Je sais pas, peut-être qu'il continuera de faire le Tour de France. Enfin, il aura essayé, du moins. Et puis, Éric Zemmour, hein, il a disparu des radars. Hein. Alors, lui, on le fait gonfler. Pouf, 7%. Et puis... Quelqu'un a vu un petit comme ça, avec des lunettes, qui dit tout le temps remplacement. Vous l'avez pas vu traîner dans les couloirs ? Bon, si, il revient, il va réapparaître à Aix-en-Provence. C'est là où les premières affiches Zemmour président avaient été collées. Hein. Donc, apparemment, il va y aller. Et puis, il a dit qu'il était tenté par une candidature législative, mais rien n'était fait. Hein. Il va prendre sa décision. Alors, évidemment que la décision est prise depuis longtemps, mais il fait traîner un peu le suspense. Et en fait, il va chercher les circonscriptions où il a fait des scores de plus de 20%. Hein. Donc, ça va être le Var, Paris ou les Français de l'étranger. C'est là où il aura une chance d'être élu député. Et on aura un petit Zemmour à lunettes député. En même temps, je pense pas qu'il serait souvent à l'Assemblée. Ça va un peu l'emmerder comme job. Donc, ce serait simplement pour dire qu'il est député. Hein, voilà. Mais je pense pas qu'il sera un député actif, mais au moins il pourra continuer et dire j'ai des élus, puisque Reconquête maintenant le pari c'est de faire des élus. Alors, si vous voulez plus de pub, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de pubs. Alors attendez, je vais suspendre, il faut que je gère ces erreurs d'annonce. Certes ça participe mais c'est très chiant, la pub c'est très chiant, en plus c'est fait par des mecs qui suspendent les annonces, tiens voilà, bam, prends ça dans ta gueule. Ouais, donc Zemmour candidat mais il sait pas encore trop où pour être sûr de gagner quoi, voilà, ça c'est la bonne tambouille. Et puis les grandes manœuvres se poursuivent dans la majorité, et oui, alors c'est Macron qui décide avec des gommettes hein, si lui se représente, si lui il est nul, si toi t'es nul, toi t'es nul, toi t'es nul, mais je t'aime bien, je te prends parce que t'es nul, justement. C'est parce que t'es nul que je te prends. C'est comme ça. Toi aussi, t'es nul. Toi, t'es trop nul. Toi, t'étais bien, mais tu t'es fait avoir avec Mediapart, donc t'es trop nul en ce moment. Donc, normalement, ça passe. Mais là, bon, avec les élections, je suis obligé de te dire qu'il faut arrêter. Hein, voilà, t'es nul. Toi aussi, t'es nul. Toi, t'es nul. Toi, t'es nul, mais tu me fais marrer. Ouais, t'es rigolo, toi. T'es rigolo, toi. Toi, t'es complètement nul et t'es con en plus. C'est bon. J'espère que tu vas regagner. Toi, t'es méchant, je t'aime bien, toi. Toi, t'es... Oh, t'es pas en tôle, toi. Je te garde, alors. C'est un bon, ouais. Il est pas en tôle encore. Super. Toi, t'es nul. Et toi aussi, t'es nul. Et toi aussi, t'es nul, mais t'y vas. T'y vas parce que t'es nul, justement. C'est parce que t'es nul que t'y vas. Voilà, il est en train de faire le choix des meilleurs députés qu'il a sous la main, donc c'est des mecs plutôt nuls. Hein. Le problème... toi t'es nul, excellent, toi t'es nul, va aux toilettes et reviens avec ce que t'as dans les mains, merci. Non mais c'est génial. Alors on était censé avoir un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Premier ministre cette semaine, hein, lundi ou mardi c'était, donc on est mardi. On est encore dans les temps, hein, c'est jouable, mais on sent bien que ça, ça commence à flotter. Hein. Le coup de l'Union populaire, ça les fait un peu faire de l'huile. Quand tu vois le lever de bouclier qu'il y a à droite dans la Macronie, chez tous les éditorialistes de plateau qui hurlent, non mais enfin quoi, la gauche veut faire l'Union pour gagner, mais ils sont pas cons. C'est pas leur rôle, c'est pas de perdre tout le temps, hein? Non. Alors c'est sûr, hein, c'est une union de boutiquiers, mais ça permettrait de gagner et d'éjecter un paquet de macronistes. Du coup, les macronistes, ils disent, t'es nul, mais t'es trop nul, toi, tu peux pas te présenter, du coup, toi, voilà. Du coup, ils doivent. Thierry Solaire, il est pas nul, il est mis en examen, multiple mis en examen. Donc voilà, ça patine clairement. Macron, maître des horloges, commence à reperdre un peu le coup du cadran. Alors il essaye de dire bon, moi, qui c'est que je vais nommer ? Est-ce que je nomme machin ou machin ? Voilà, donc on n'a toujours pas de Premier ministre. Hein. Mais c'est pour bientôt, vous inquiétez pas. De toute façon, on s'en fout. Hein. On sait qu'il va être nul.
Toi, t'es nul, c'est bon. On a renommé la République en Mars. Ça s'appelle comment? Le Parti des nuls. PDN. C'est pas mal. Et puis hop, il pourrait surprendre tout le monde et démissionner. Là, paf, paf, paf. Je démissionne finalement. C'est génial. Enfin voilà. Solaire. Mais Solaire, non, il a un seul rôle, c'est d'éclater la droite. Et il le fait très très bien, Thierry Solaire. Il a magnifiquement éclaté la droite. Merci à lui. Enfin, merci. Non, dommage. Enfin, tant pis. Enfin, c'était son boulot. Enfin, Macron lui dit merci. Voilà. Merci. Merci, merci. Et regardez quand même. C'est lui notre président. Hein, il est pas beau. Il est pas beau. Regarde. Il est beau comme un Milord. Alors, monsieur le président, est-ce que vous pouvez supprimer l'ISF? Bien sûr. Monsieur le président, est-ce que vous pouvez me foutre une grande tarte dans la gueule et me demander de remettre mon masque? Avec plaisir. T'es vraiment nul, toi. Voilà. Donc, c'est beau. C'est beau, la France. C'est beau ce que c'est devenu. 5 ans de Macronie, on est encore plus con qu'avant, quoi. Des nouveaux biens immobiliers russes saisis un peu partout en France. Alors maintenant, il y a 64 propriétés au total. Pas mal à Neuilly-sur-Seine, hein, Saint-Léger-en-Yvelines aussi, Courchevel beaucoup. Demi-quartier, Saint-Bon-Tarentaise, ils aiment bien la neige. Hein. Le russe aime la neige, hein. L'oligarque russe aime la neige, toutes les neiges, surtout les neiges des Alpes. Saint-Barth, évidemment. Saint-Barth qui a voté massivement Macron. Biarritz, 1. Bon, voilà. Le Lavandou, sinon, vous avez Saint-Tropez-Ramatuelle, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Bon, ensuite, après, c'est tout le sud. Hein. Villefranche-sur-Mer, la Turbie, Antibes. Voilà, si vous voulez faire le tour Stéphane Plaza Immobilier, Stéphane Plaza Immobilier, Djibouti, Postievo, Ruski, Bosnia, Francia, Stozibé, Tovac, Raracho. Tu peux faire le tour des biens d'oligarques russes saisis et te dire, mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait avec tout cet argent? Ils ont acheté beaucoup de demeures d'exception en France avec de l'argent chèrement gagné hein, en vendant du pétrole, du gaz, des métaux, des choses comme ça. Alors, bizarrement, il n'y a rien de saisi à Bobigny, au Tarteret, à Saint-Denis, Vénissieux non plus, rien. Étonnant, pareil, Le Havre, rien. Brest, que dalle. Bon voilà, hein, Saint-Étienne, bizarrement, aucun oligarque n'a acheté une propriété d'exception à Saint-Étienne. C'est dingue ça. Donc tu sais en fait, il y a déjà des clusters de riches, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Tu sais, là où il y a de l'oligarque russe autour, tu peux creuser, il y a du riche, hein. Il y a du richou. C'est bien foutu. Bon donc voilà, là c'est une belle cartographie en fait de la richesse et de l'évasion fiscale en France. Il suffit après de filer ça à Bercy et peut-être qu'ils travailleront un peu. Hein. Ça leur arrive de temps en temps. Et alors, ces jeunes qui font marche arrière, je vous parlais des transitionnels, les IL. En France, le nombre d'adolescents qui veulent changer de genre explose. Parmi eux, certains viennent à le regretter un peu plus tard. Et un de ces détransitionneurs, c'est comme ça qu'on les appelle, s'est confié aux Parisiens, Sacha qui veut redevenir Anna. Elle était Anna à 14 ans, elle se sent mal dans son corps de femme qui est en train de changer. Elle prend des hormones et elle devient Sacha au fil du temps. Sa voix a changé, elle a pris de la masse musculaire et des poils, on dirait moi. Enfin non, il en faut des hormones pour en arriver à ce niveau de pilosité, croyez-moi. Mais néanmoins, elle en a marre. Au bout d'un moment, elle se dit, j'ai peut-être fait une erreur à l'âge de mes 14 ans. Et même si accompagnée par des psychologues, et aujourd'hui le parcours de transition est très bien encadré et permet de justement prendre le temps hein, de sa décision, parce que c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Elle décide à la vingtaine de redevenir Anna, donc elle arrête les traitements, mais il y aura quand même des restes, notamment la voix. Elle ne retrouvera pas une voix de femme, elle aura une voix entre les deux, androgyne, et pareil pour d'autres problèmes, notamment les organes de reproduction. Le risque, c'est d'avoir moins d'hormones et donc des risques de fertilité. Mais tout ça est évidemment important et ça mérite un ban. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Non.
Oui, l'enfant transgenre. Alors c'est un vrai gros sujet, le transgenre. Ça se fait pas à la légère. C'est très récent qu'on arrive à parler de ces sujets-là de manière ouverte, grand public, où le corps médical commence à travailler aussi sur ces sujets-là. Vous avez les frères Wachowski qui ont fait Matrix, ils sont devenus des sœurs, et plein d'autres. Et la question qui se pose chez les plus jeunes, de plus en plus, de l'identité, du genre, et donc ces transitions doivent être davantage encadrées, ou du moins rentrer dans un parcours extrêmement important. Oui, c'est un sujet gros, parce que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions. Après, il y a la question de l'âge, évidemment. Quand on voit les enfants très jeunes, qui sont déjà dans un autre corps, avec les parents qui accompagnent ça, on peut se poser des questions. Il y a des médecins qui travaillent, psychologues et autres, pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur. Et puis il y a eu des drames par le passé, puisqu'on choisissait, notamment chez les androgynes de naissance, le corps médical choisissait le sexe comme ça, à la hache, en disant lui, bon, on va en faire une femme. Et manque de peau, c'était plutôt un homme. Et il y a notamment un couple de jumeaux comme ça, il y a un documentaire qui est assez poignant. Puisque les deux jumeaux ont un destin tragique. Ils n'ont jamais été ni l'un ni l'autre dans le bon corps, puisque le corps médical avait pris un choix pour eux, au lieu d'attendre qu'ils aient l'âge de pouvoir exprimer ce qu'ils voulaient et où ils en étaient. Donc c'est un sujet complexe, important, qu'il faut respecter. Et je pense que c'est bien, pour une fois, tu vois, que le Parisien donne la parole à quelqu'un qui a fait la transition, qui repart dans l'autre sens, etc. Parce que ça mérite cette lumière-là, voilà. Tu diras, Roger, que j'ai paumé les clés du camion. Les Bogdanov, paix à leur âme. On verra. Longue vie à la revue de presse. Merci, Zoklaga. 6 mois d'abonnement. Merci, vous êtes super. Vous êtes tous super. Vous êtes la meilleure commu de Twitch. Vous le savez, ça, je vous le dis tous les matins. En plus, ça marche. Vous êtes comme ça. Regardez, c'est la bienveillance incarnée. Hein, vous êtes la meilleure commu de Twitch. Alors, transitionnez pas. Hein. On peut faire des raids, des trucs comme ça, mais déconnez pas. Et n'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse, à en parler un maximum autour de vous, à abonner de force vos amis, votre famille, ou pas de force, hein. Offrez des abonnements autour de vous, cramez des points de chaîne, hurlez dans la rue que c'est la revue de presse, hurlez aussi sur les réseaux, hein, partagez. Hébergez la revue de presse sur vos Twitch, sur vos chaînes YouTube, partout. Enfin, elle est à vous, cette revue de presse. Elle est à vous, cette revue de presse. Cette revue de presse qui, sans façon, lit la presse d'oligarques tous les matins pour voir comment on est pris pour des cons. Toi, le lecteur de la revue de presse. Toi, le spectateur de Twitch pressé. Toi qui rigole au travail aussi. Non, j'ai pas pu improviser les rimes. Voilà, c'est tragique, je suis désolé, j'aurais pas dû chanter, je suis désolé. On va passer à une autre tragédie, une tragédie contemporaine. L'étau judiciaire qui se resserre autour de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, qui aurait touché pas moins de 30 millions d'euros par un distributeur à Oman. Alors c'était des montages financiers, hein, tout à fait légaux comme d'habitude. Ce qui est bien avec les évadés fiscaux, c'est qu'ils t'expliquent non, c'est de l'optimisation fiscale, fils de pute. Ah pardon, c'est un gros mot que j'ai dit. Excusez-moi. Et après tout le monde, oh, il a dit un gros mot. Oui, il a dit optimisation fiscale. C'est un gros mot. Fils de pute, c'est affectif. C'est comme emmerder les Français. Enfin, c'est pas méchant, quoi. Alors, même pas de notif pour mon abo. Orange Mécanique, merci pour l'abonnement. Je suis désolé, il n'y a aucun respect ici. C'est-à-dire que il faut savoir que je suis complètement nul pour Twitch. Avant, on avait même les abonnements qui s'affichaient, ça on l'a perdu. Donc merci à Orange Mécanique, merci à Zoklaga, merci à Pepoy29 qui renouvelle son abonnement pour 2 mois. Et maintenant, je ne manquerai pas de remercier tous les abonnements. Merci Orange Mécanique de ce rappel à l'ordre. Je fais n'importe quoi. Oui, le son est saturé. Oui, je sais. Attendez, c'est parce qu'en plus, je le tiens à la main, le micro. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Est-ce que c'est plus agréable à écouter ? Quelle ingratitude, quelle indignité. Le respect est mort ici. Le respect est mort le respect il est mort il y a longtemps. Hein. Le respect c'était un truc du temps jadis.
Oui, Antoine, c'est parce qu'il n'a pas la même. On utilise OBS. Si vous voulez les cuisines du monde moderne, venez, venez, venez. Je vais vous montrer comment la revue de presse est faite chaque matin. Hein. Alors, il y a un café, il y a un OBS paramétré avec des trucs qui marchent et je ne sais pas pourquoi. Et il y a un réseau qui parfois ne marche pas. Voilà. Alors, le micro. Non, moi j'aime bien le côté micro. J'aime bien. Puis alors, ça, je peux te dire, le Shure, je peux le trimballer partout. C'est un micro, je peux le mettre dans la valise, je peux faire la revue de presse où je veux. Merci, l'objectif des abonnements est atteint grâce à Carensac, qui vient de prendre un abonnement. Du coup, on va passer, on va viser les 870 abonnés. 870 points d'abonnement, pardon. Attention, parce que j'apprends en marchant, c'est Twitch. Toi le quepon, qui sans façon, du bar tabac, toi l'anarchiste cambodgien, toi le frère de l'oiseau, toi mon frère vietnamien, toi le chinois, toi... Mais oui, toi le combat... Alors, et on fait une grande fête pour les 20 000 followers. C'est dans 4 000 followers de plus et on sera à 20 000 et on peut faire une grande fête. Ça marche. Ça marche. Toi, bah oui, du Bérus, c'était bien. Non, c'était avant le Bérus, c'était Brassens, toi l'Auvergnat. Toi l'Auvergnat qui sans façon m'a offert un abonnement à la revue de presse. Toi, tu vois. Alors... Ice Girl qui fait quoi? Oh là là, attendez, vous faites des trucs de fou. Elle a offert un abonnement, merci. Gigi, quand tu viens, c'est la magie. Une lettre presse, c'était Carlos Ghost, merci. Qui prend un abonnement, 2 mois d'abonnement, merci. Une fête à Palavas-les-Flots, une fête, je sais pas où on peut la faire là, la fête. La fête, la fête, la fête. Ce qui est dommage, c'est quand je serai enfin sur les planches, quand j'aurai enfin du succès, Michel Drucker aura peut-être plus d'émissions. Sinon, j'aurais pu aller chez Michel Drucker. Bonjour, Alexis Poulain, bonjour. Alors cette pièce de théâtre inspirée de votre vie, alors formidable, hein, formidable. Bon, écoutez, Michel, oui, c'est vrai, j'ai aimé les Français autant que j'ai aimé la vie. Hein, donc je devais de leur donner quelque chose, un peu de moi. Un peu d'un moment d'intimité qu'on partage sur scène. Et c'est vrai, d'abord, ouais, c'est vrai, il y a cette scène incroyable. Hein. Je ne vais pas raconter le spectacle aux téléspectateurs, mais quand même, c'est incroyable ce que vous avez fait. Oui, c'est vrai, Michel, c'est impressionnant. Et donc, j'aurais même pas mon camarade rouge avec Michel Drucker, bordel. Harry Poppins, merci pour l'abonnement. Il est encore là. Non, je crois que non. Il a eu lui aussi son opération à cœur ouvert. Il a eu des petits problèmes. Un rêve de gosse aller chez Drucker, mais tellement. Moi, je regardais ça, je dis, ah putain, ça, et puis faire les Césars. Puis après, j'ai vu les Césars, j'ai dit, bon, voilà. Vous voulez un peu Ateli? Je vois qu'il y a des gens dans le chat qui souhaiteraient parler en Ateli. Écoutez, position moi-même, écoutez, c'est pas vraiment maintenant, au débuté, je ne tiens pas vraiment encore tout à fait, donc il va falloir peut-être attendre un petit peu. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On va parler de Carlos Ghosn, et je n'aime pas du tout cette tendance populiste qui viserait à dire que les élites sont dangereuses, parce que je crois que les élites ont un rôle important d'ailleurs, hein, dans l'animation de la démocratie. Champs-Élysées, c'était ça. Champs-Élysées, quoi, c'était la bonne émission. Alors, donc Carlos qui a chaud aux fesses. Hein. Carlos, rappelez-vous, alors il y a le Libé qui en fait d'ailleurs la une en parlant des 80 millions de la caisse noire de Carlos Ghosn. Il en a planqué partout de la maille. Il avait des systèmes partout. Alors, quand il s'est barré du Japon dans sa malle, Léa Salamé est tout de suite allé le voir au Liban. Parce qu'en gros, on sait où il habite. Hein. Si Interpol veut le choper, il suffit de demander l'adresse à Léa Salamé. Visiblement, c'est plus compliqué que ça, pour le ramener à la justice japonaise et qu'il soit jugé. Alors lui, il parlait d'un complot international, c'était pour tuer une entreprise française comme Renault-Nissan. Je vous cache pas que, évidemment, il y en a qui ont chaud aux fesses parce que, regardez, aux belles heures de Carlos Ghosn, oh mais c'est qui? Ah bah ouais, Gérald, Bruno, Carlos et Emmanuel sont sur un bateau.
Carlos tombe dans la malle, Gérald devient ministre de l'Intérieur, Bruno, bon bah lui il ferme les yeux, il écrit des livres, et Emmanuel, c'est notre cher président. Alors aux belles heures, hein, bien sûr, de la gonnerie, tous allaient mais à genoux devant lui en disant oh, c'est formidable, vous êtes un capitaine d'industrie, vous avez fait de Renault un truc incroyable. Et là tu te dis bah ouais, évidemment ils sont un peu gênés aux entournures, et lui quand il se fait choper au Japon, bah, il appelle ses potes, il dit dis donc, tu viens me chercher là parce que y a les Japonais là, ils m'emmerdent, ils veulent que je bouffe des bols de riz non-stop, et puis ils ont dit que j'avais volé des trucs, et bip bip bip, le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué, bip bip, il s'est fait ghoster mais comme un porc quoi. Et là il dit putain, les Français m'ont tellement laissé tomber, mais c'est tellement des rats. Du coup il s'est barré au Liban, puisqu'il a, je crois qu'il a 4 nationalités, un truc comme ça, il est brésilien, libanais, français, je sais pas quoi, et peut-être qu'il était japonais d'ailleurs. Et donc il s'est barré et en comptant que sur lui-même. Alors il faut savoir qu'il a pris un jet, alors il était dans la malle, le jet appartiendrait à une société qui transporte pas mal de choses. Benalla aurait travaillé aussi pour cette société, la société est basée en Suisse. Enfin, il y a un petit peu à creuser du côté du jet privé qu'a sorti Carlos, hein, de l'embarras. En tout cas, maintenant, la police internationale le recherche, y compris la France. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron a été réélu, donc les affaires peuvent enfin sortir. Comment c'est possible ? Bah, tu les achètes. Tu sais, tu peux acheter quand tu es riche, tu peux acheter des nationalités. Comme tu t'achètes tout en fait. L'argent achète tout. Vous savez, on a souvent l'idée de dire non mais tu sais, l'argent ça fait pas le bonheur, puis tu peux pas tout acheter avec l'argent. Si. Tiens regarde, je vais acheter ton père et puis, le jouet. Vous avez vu le jouet, le film Le Jouet, c'est formidable. Quand le mec voilà, dit c'est mon fils, il veut goûter le jouet. L'argent achète tout, y compris la dignité, y compris l'honneur. C'est monstrueux. C'est une valeur transactionnelle monstrueuse. On en a fait ça c'est pire qu'un flingue, l'argent. Ludal 77, vire-moi ces photos sataniques. Calmez-vous, hein, c'est juste 4 gugus en costard qui font de l'optimisation fiscale. Il n'y a rien de satanique là-dedans. Enfin. Et lui, Carlos. Alors Carlos, ça c'était au temps de la fête, hein. Alors là, il mettait Claude François à fond. Et c'était l'anniversaire de la daronne, hein, tranquille à Versailles. Donc il dit, chérie, pour ton anniversaire, j'ai une petite surprise. J'ai loué Versailles. Oh, ouais. Et j'ai acheté Macron. Il va faire, il arrive en danseuse saharienne, regarde, dans le gâteau. Mais c'est incroyable ça. Et regarde, Jean-Brigitte va nous faire un numéro de transformisme. Oh mais c'est incroyable. Oh là là, mais quelle fête. Non, alors il n'y avait pas Macron et Jean-Brigitte. Non, il y avait juste, regardez, hein, c'était toute la haute société libanaise, toute la famille, hein, de la femme et de monsieur et madame Ghosn, qui se sont bien fait la fête à Versailles. Alors il faut savoir que les domestiques étaient en livrée 18e, hein, donc étaient habillés vraiment comme à l'époque. Eux, ils n'ont pas poussé le vice jusqu'à se déguiser en comte et en comtesse. Parfois à Versailles, tu peux te déguiser et jouer à Marie-Antoinette. Mais gros stuff dans la Galerie des Glaces, c'est rarement fait, hein. Généralement, quand tu privatises Versailles, c'est pour les Saoudiens, ou quand Poutine arrive, ou vraiment c'est quand tu as des armes à vendre, quoi. Vraiment, quand tu as un gros marché d'armes à faire, tu dis vous inquiétez pas, j'ai mis les petits plats dans les grands, 2-3 clubs sandwich, et puis on regarde le jardin devant. On est bien à la fraîche, là, on est à Versailles. Hein. Ouais, oui. Dis donc, Mohamed. Non, on avait dit 15 milliards. Tu nous prends les rafales. Remettez des chouquettes. Oui, mais voilà. Mais c'est super ce que tu fais. Moi, j'adore aussi. Les droits de l'homme aussi, j'adore. Ouais, c'est super. Voilà. Donc, Versailles, c'est quand même exceptionnel. Alors, quand tu es juste patron d'entreprise et que tu privatises Versailles, là, tu arrives sur un truc assez incroyable. Merci, Jeff3333. 3 mois d'abonnement. Merci à tous. Merci pour suivre cette revue de presse. J'aime bien dire merci de temps en temps. Ça fait un peu... tu sais, la tournée, j'aime bien. Merci. D'ailleurs, en parlant de tournée, petit moment d'autopromo. Ce vendredi, le 6 mai 2022, nous sommes à Troyes, au Théâtre de la Madeleine, à 20h, pour jouer la pièce L'homme qui tua Mouammar Kadhafi. Je suis sur scène pour interviewer un ex de la DGSE et parler du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007, mais aussi de la guerre en Libye. Vous verrez des mécanismes qui sont un peu tout le temps les mêmes, hein, sur les guerres dans des pays comme ça, avec de l'argent pour financer des campagnes. Enfin bref, à Troyes dans l'Aube. Troyes, vous savez, Troyes, la ville de Troyes, la bonne ville de Troyes.
pas celle où il y a eu le cheval, l'autre, celle qui est en France. Donc à Troyes, ceux qui savent. N'hésitez pas. Alors on va pas être à Bordeaux, Blastez-moi 2021, on va être à Périgueux, qui est pas très très loin de Bordeaux, en juin. Voilà, j'aime me battre, moi j'aime la boxe. Et donc voilà, alors la Madeleine, il y a de la place. Oula, je crois que c'est un beau théâtre à l'italienne, il y a du monde. Mais si vous êtes dans le coin, vendredi 20h, n'hésitez pas. Et puis ensuite, on se retrouve au bar et on boit des coups. L'homme qui tua Muammar Kadhafi au théâtre de la Madeleine ce vendredi. Voilà. Formidable, merci Alexis. Voilà, c'est mon petit canapé Michel Drucker. Je suis obligé de tout faire. C'est comme Macron, je dois faire et Michel Drucker et l'invité. Je trouve ça très limite quand même. Oui, celle de Raphaël Mesrahi, Troyes. C'est cette ville-là, Troyes. Voilà, hop. Allez, au revoir Versailles. Et puis, nazisme, ce procès qui aurait dû avoir lieu il y a 50 ans. Joseph Schutz, 101 ans. Eh oui. On dit souvent les meilleurs partent en premier. 101 ans, ancien garde du camp de Sachsenhausen, est jugé devant le tribunal de Brandebourg sur le Havel, des procédures tardives qui permettent aux victimes encore vivantes de s'exprimer. Parmi elles, Marcel Sureau, ancien cheminot français qui a été témoin clé de l'un des derniers procès de nazis de l'histoire. Alors, voilà le nazi en question, 101 ans, Évidemment, il était gardien de camp. Ce procès nazi n'a jamais été fait. Il y a eu quelques hauts dignitaires qui ont été jugés, qui ont été tués, quelques procès retentissants, mais il faut savoir que l'Allemagne d'après-guerre a globalement laissé se diluer les nazis dans la nouvelle administration allemande ou internationale. Il y a un magnifique film à voir qui est Le labyrinthe de papier pour comprendre que le boulanger, que le docteur, que l'avocat, que tous les gens que vous croisiez dans la rue après la guerre ont été pour la plupart des nazis et qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde en prison, sinon le pays s'arrêtait. Donc il y a eu des peines de prison assez légères. Si vous allez aussi à Berlin, et je vous invite à le faire parce que c'est une ville qui raconte l'histoire européenne, vous avez le QG nazi qui a été réduit à néant, et donc tout le lieu reste un no man's land avec le musée en bas qui explique la montée d'Hitler et jusqu'à la chute et les suites en fait avec ces procès nazis. Et vous comprenez qu'en réalité beaucoup ont eu des peines de prison d'1 an à 2 ans, 3 ans, parfois juste quelques blâmes pour reprendre leur métier. Certains sont même recyclés à l'international. Vous avez par exemple Ernst Achenbach qui était lobbyiste des nazis, ex-chef politique de l'ambassade du Troisième Reich à Paris. Alors lui, il a été démasqué quand il a été nommé à la Commission européenne, par exemple. « Ah mais monsieur, mais vous étiez nazi !» « Oui, c'est moi, oui. Oui, j'étais nazi, et alors ?»« Bah c'est pas bien, monsieur. » Bah et alors, tout le monde l'était un peu. Moi, j'ai fait qu'obéir. Vous savez, c'était un peu ce que disait l'origine du mal, le procès Eichmann, où il dit « mais je ne faisais qu'obéir aux ordres ». La banalité du mal d'Hannah Arendt, elle est là. Vous aviez Albert Speer, architecte aussi nazi, esclavagiste, mais qui s'est très bien recyclé. Le maître espion de l'Est, Reinhard Gehlen, qui est passé de l'espionnage pour Hitler à la CIA, tout simplement. Très vite, il est passé à l'Ouest et il a créé les services secrets de l'Allemagne de l'Ouest pour lutter contre les communistes. Saloperie de communistes. Werner von Braun, ingénieur nazi qui travaillait sur les V1, les V2, les fusées, et qui a travaillé sur le programme Saturne, bien sûr, pour envoyer les Américains sur la Lune. Très bien, tout s'est très bien passé. Donc de nombreux nazis en fait ont été exfiltrés, il y avait des réseaux d'entraide et ont travaillé, Apollo pardon, pas Saturne, Apollo, pour ensuite travailler pour les États-Unis, beaucoup de ces succès-là, et puis les boîtes de management, toute la théorie du management moderne écrite par un ancien nazi. Finalement, quand on comprend qu'il n'y a pas eu de dénazification, ou très peu, ou à la marge, on se dit, mais et si les nazis avaient gagné? Si finalement, en se déguisant, en redevenant le commun de la société, en étant aussi cette classe bourgeoise qui a gardé le pouvoir, les nazis, sous couvert de lutte contre le péril communiste, n'avaient pas gagné, et si ce qu'on appelle nos valeurs et nos pays tels qu'ils sont ne sont pas aux mains des nazis, tout simplement. On dirait Poutine, non mais je déconne, mais quand même. Et puis la famille Schwab, oh là, c'est des Allemands, un Suisse, ils ont un peu fait, c'est le village où il y avait
Le village de Schwabi, c'est là où il y avait le siège du parti nazi suisse. Parce qu'il y a eu un parti nazi suisse. Enfin, voilà. Voilà. Je vire conspi. Mais non, je rigole. Mais non, mais je lis les thèses, vous savez, sur les théories du management qui sont largement inspirées, en fait, de ce qui était déjà certaines théories nazies. C'est-à-dire que l'idéologie du national-socialisme, derrière Hitler et derrière, bien sûr, passer l'horreur de la solution finale et toutes les saloperies qu'ont pu faire ces salauds de nazis, vous avez tout un pan de la société qui continue d'être héritier de tout ça. Et particulièrement tout ce qu'on appelle le chiffrage, en fait, le fait de dire mais pourquoi vous avez fait tout ça, la logistique, les trains, tout ça, on est à fond là-dedans toujours, et on est à fond là-dedans aussi sur l'obéissance, le conformisme, on est à fond là-dedans aussi sur le fait qu'il n'y a pas eu de procès par rapport à tous ceux qui ont été nazis, puisqu'en réalité c'est très compliqué de savoir qui a été vraiment moteur et qui était simplement le petit ouvrier qui faisait les barbelés, voilà. Donc mais tous ont collaboré. Beaucoup, on va dire. Notamment en Allemagne. Et donc l'Allemagne, regardez Le Labyrinthe de papier, ce film est très bien fait, pour comprendre la difficulté, le non-dit, en fait, le déni dans lequel vivait l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour ne pas justement rouvrir une boîte de Pandore et dire mais si on dit que le boulanger est nazi, alors lui aussi, et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Donc c'est très compliqué, et je dis pas, voilà, il n'y a pas à juger, mais le procès du nazisme, c'est aussi un procès de la modernité. Voilà. Et la famille von der Leyen, j'ai pas trop creusé, mais j'imagine, vu que c'est des Allemands, après non, mais c'est de la xénophobie anti-allemande. Les Allemands ont fait un gros travail sur eux-mêmes. Ils se sont dit, on était nazis, donc voilà, donc maintenant on arrête tout ça, mais maintenant on est allemands quand même. Et je vous dis d'aller à Berlin si vous pouvez le faire, parce que c'est vraiment une ville qui est marquée par l'histoire de tout. On comprend comment s'est fait l'Europe, où ça vient, quand cette ville était coupée en deux, quand cette ville était aux mains des nazis, quand cette ville était juste une ville de culture au sein d'un empire plus vaste. Enfin bref, c'est beau Berlin. Moi j'adore Berlin. Et j'aime beaucoup l'Allemagne aussi. Voilà, donc qu'on ne m'accuse pas de procès de xénophobie des Allemands parce qu'ils étaient plein de nazis à une époque. Puis il y a des nazis très bien, le bataillon Azov par exemple, c'est des... selon BHL, moi je sais pas. On va morfler les profs à cran avant Macron 2. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah ouais, les profs savent très bien qu'ils vont en prendre plein la gueule. Ils ont eu Jean-Michel Blanquer, là ils savent pas qui ils vont avoir. Alors Blanquer serait parachuté dans le Loiret peut-être, pour éventuellement se prendre une tôle et pas être député. Dépité après le premier mandat macroniste, suspendu au résultat des législatives. Les professeurs pourtant moins engagés à gauche qu'avant. Il fallait peut-être aussi réfléchir avant. Craignent une nouvelle nomination de Jean-Michel Blanquer qu'ils verraient comme une déclaration de guerre. Bon les gars, non, je crois que Blanquer 2, c'est pas possible en fait. Jean-Michel... En même temps, Jean-Michel Blanquer, il sert pas à grand chose à part se foutre de la gueule des profs. Ils sont nuls, ils sont cons, et puis jouer au foot en pantalon, ou faire du sport en costard, et avoir l'air assez ridicule. Et voilà, c'est tout. Jean-Michel Blanquer, il dit un truc, tu sais que le soir même, t'as le porte-parole du gouvernement qui dit non mais il déconnait. C'est Jean-Michel, c'est pas Blanquer, il déconne. Donc voilà, non, c'est pas. Après, les profs, j'ai un conseil à vous donner. Si vos syndicats sont pas assez vénères, si vous faites pas une grève générale totale et que vous bloquez les écoles, mais toutes les écoles, pour être tranquille et dire maintenant tu me payes ou je lâche pas le truc. Si vous n'avez pas des pratiques dignes d'un cadre de la Macronie, ça marchera pas. Faut arrêter d'être gentil en fait. C'est tout. Je vous donne juste un conseil de mobilisation citoyenne. Faites une grosse grève massive. N'écoutez pas vos syndicats. Repolitisez-vous. Si vous n'êtes pas à gauche, c'est pas grave. C'est pas forcément la gauche qui va vous défendre. Mais au moins, si vous voulez défendre, vous arrêtez de bosser. Et vous allez voir que là, ça va bouger. Mais bon, faut du boulot. Et puis, il faut arrêter de faire les castors. Il faut arrêter d'être dépressif. Il faut arrêter de dire ah là 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 là. À un moment, voilà, tu dis c'est pas grave. Tant pis. Moi, chômeur, purée de patates, merci. Alexis, parle-nous un peu de Malhuret. Malhuret, oui, vous savez pas qui c'était, j'ai droppé son nom tout à l'heure. Claude Malhuret était le patron de la déontologie du groupe Corian. Là, tu te dis déjà, ça, on a affaire à un bon. Oui. Fondateur de Médecins sans frontières, il s'est fâché avec tout le monde. Des pratiques de management d'ailleurs assez cavalières. Et puis, il est sénateur depuis quelque temps et il est connu pour ses discours haineux.
est totalement pétri de mépris de classe pour traiter les gilets jaunes d'idiots patentés, les non-vaccinés d'abrutis conspirationnistes, enfin bref. Il est maire de Vichy, où il était, je ne sais plus. Et de toute façon, ce sénateur, il est la quintessence du mépris de classe, de la suffisance, de la béatitude. Il est ancien médecin, pro-vax, un mort, il est pour la vaccination obligatoire. Alors vous avez vu, hein, on ne peut pas en parler parce qu'on est sur les réseaux, mais allez voir les chiffres de l'adresse. Voilà, c'est public, hein, c'est des chiffres officiels. Voilà, juste allez voir. Et donc, si Maluret est ministre de la Santé, je ne vous cache pas qu'il ne faut pas tomber malade. Hein, il ne faut pas non plus, il faut même sortir, il faut même, je ne sais pas, avec la carte vitale, vous pouvez couper la coque qui arrivera directement par cargo depuis Le Havre. Je ne sais pas ce que vous ferez avec, mais ça va être compliqué. Les chiffres de quoi ? Regardez les chiffres de qui est en réanimation, qui est à l'hôpital. Regardez voilà. En fonction de la population qui a été protégée par l'amour d'Albert Bourla et celle qui n'a pas été protégée par l'amour. Enfin bref, voilà. En tout cas, non mais vous savez qu'on ne peut pas en parler, hein, parce qu'après YouTube, il me coupe la chaîne encore. Hein, si j'ai 2 avertissements de plus, c'est fini. Donc voilà. Oui, allez sur ma chaîne Telegram, on peut plus montrer des chiffres tranquilles là-bas. Et c'est pas conspi, c'est juste qu'à un moment, avec leur censure à la con, t'es obligé d'utiliser plusieurs réseaux pour faire passer l'information différemment. On peut plus parler de rien. Non. Sur les réseaux, sur les plateformes communicationnelles, on parle de liberté de la presse. On peut pas parler de grand-chose. Il faut faire attention. On peut parler de plein de choses, mais il y a des choses, il faut pas. Hein, notamment, voilà, ça, c'est voilà. Monsieur, tous les vichistes ne sont pas les nazis. Oui, bien sûr. Voilà, merci. Voilà, vous mettez le lien de l'adresse, c'est parfait. Oui, c'est Maluret, vous savez, c'est Maluret. Donc oui, si Maluret, Macron 2, de toute façon, on va tous morfler, hein, pas que les profs, on va tous morfler. Alors, pour se rassurer quand même, les défaillances d'entreprise sont au plus bas, c'est dans le Figaro. L'évolution des défaillances d'entreprise depuis 10 ans, grâce au quoi qu'il en coûte, 145 milliards dépensés pour sauver les entreprises qu'on forçait à fermer parce qu'il y avait le Covid, finalement, on a sauvé les faillites d'entreprises. Alors, c'est en train de remonter au premier trimestre. Voilà, en rouge, vous voyez, c'est le premier trimestre. En 2022, on a une hausse quand même des faillites de plus de 35%. Et ça pourrait bien sûr s'accélérer avec la récession planétaire, le fait que les États-Unis entrent en récession, que la Fed va augmenter les taux, donc la BCE va faire pareil, donc de toute façon les prix vont augmenter, donc il y a moins de clients. Et puis je ne sais pas si vous avez fait l'essai, mais je suis allé au restaurant à Paris il y a ça quelques temps, c'était vide. Voilà, des restos que j'ai connus, pleins et bruyants. Là, tu déjeunes le midi et tu dis, mais où sont les gens ? C'est les vacances. C'était un peu les vacances, remarque, ouais. Mais même, quand même, c'est bon, quand même, c'est pas... Alors après, il y a plein de terrasses, dans des quartiers à terrasses, il y a plein de gens aux terrasses, tu as l'impression que tout va bien. Mais il y a des secteurs, notamment TPE, PME, certaines entreprises qui se sont lancées pendant le Covid, qui vont avoir bien du mal à tenir la route. C'est un peu comme, voilà, Renault, c'était un beau fleuron à la grande époque de Carlos Ghosn. Les 4 mousquetaires. Salut. Alors, c'est génial. J'adore l'attitude de Gérald qui est perdu dans ses pensées en disant « Est-ce que je lui ai filé son appart à l'autre qui est venu me voir sous mon bureau là ? Je sais plus, j'espère qu'elle va pas me faire chier. » Bruno qui est là. Je vois déjà un nouveau livre à l'horizon. Manu, toujours Manu. Je t'embobine, je te vois la voiture. C'est Carlos qui l'a fait lui-même. Il est super carrossier, regarde. Il a mis des flammes sur le côté avec des. Ouais, toutes les jantes sont en alu. Je te promets, je te la vends. Hey. Elle est bien sûr qu'elle roule à l'essence, mais bientôt tu verras, tu pourras même la transitionner en électrique, ou tu pourras mettre des pots de banane dedans à la fin, comme dans Retour vers le futur. Tu pourras aller dans le futur du passé. Regarde, avec mon progrès, mon projet, on va retourner en 1902, absolument. Ouais, les enfants à la mine, tout ça, c'est un super projet. Achète la bagnole, Carlos, tu peux venir s'il te plaît. Et me dit que la bagnole, c'est pas de l'alu. Mais voilà, ils sont formidables ces vendeurs de bagnoles. Hein, on les aime au final. Vous savez quoi, on les aime. Ça roule à l'huile, c'est bio. En fait, j'ai vu que Mosinor. Oui, je suis fan de Mosinor. Alors, le premier qui m'a fait hurler de rire, c'était l'affaire DSK. Puis là, les dernières avec Manu, je trouve qu'il a retrouvé une verve qu'il avait un peu perdue. Et j'aime beaucoup. Et puis c'est super bien foutu, quoi.
le baboulin, quoi. Un baboulin. Donc voilà, non, Mosinor est très bon. Je comprends rien au Circo, c'est normal, c'est fait pour. En fait, en plus, il y a tout est fait pour que ce soit en fonction des parties. Quand tu as le pouvoir, tu redécoupes les Circos pour être sûr de la gagner là, le coup d'après. Donc à la fin, ça veut plus trop rien dire. Entretien d'embauche. Les vidéos de Manu sont énormes. Ouais, allez voir les vidéos sur Emmanuel Macron chez Mosinor, c'est vraiment top. Mac-Kinshasa, le conseiller de Mac-Kinshasa, c'est assez bon, quoi. Ça fait 50 000 euros. Ah, mais c'est serre, dis donc. Ah ouais, mais c'est super. L'entretien d'embauche aussi. Le mec, non, monsieur, il va falloir faire le test. Hein. C'est très drôle. Voilà. Un bus électrique qui brûle, 1000 voitures qui roulent pendant un an. C'est vrai que les bus électriques ont été rappelés par la RATP. J'ai oublié cette info, mais c'est important. Parce qu'ils brûlent. Ils prennent feu très rapidement, en fait. Les batteries, je crois, prennent feu. Et il y a un des conducteurs qui a failli y rester. En fait, il a juste eu le temps de sauter. Heureusement que le bus était vide. Et le truc devient une boule de feu très rapidement. Donc, du coup, ils sont en train de rappeler un peu les bus électriques à la RATP. C'est pas évident. Voilà. Alors. Tu vas nous faire un cours sur le gerrymandering? Pourquoi pas? On pourrait faire quand j'aurai du réseau, on fera des vidéos un peu plus écrites et pas seulement de l'improvisation de revue de presse chaque matin. Ça, c'est pour vous tenir la journée. Hein. Mais après, ouais, on fera des trucs. Oui, c'est vrai que c'était Bolloré en plus. Et Crapulax, bien sûr. Studio Crapulax qui fait aussi du très bon boulot. Où est passé McKinsey? Bah, ils ont gagné. Le programme va s'appliquer. Alors là, en ce moment, tu sens qu'il y a un peu de flottement parce que quand Macron demandait mais alors, c'est quoi votre projet? Il fait l'éducation, bienveillance, santé, et puis tu vois qu'il n'a pas les slides encore. Les PowerPoint, ils sont en train de chauffer, mais c'est pas encore prêt, donc c'est pas encore au point le projet de Manu, mais ça ne saurait tarder. Hein. On pourra t'envoyer des vidéos, mais bien sûr. J'ai vu la vidéo. Ouais, t'as vu la vitesse à laquelle le bus prend feu, c'est incroyable. Et s'il y a des gens dans le bus, c'est un carnage. C'est pour ça que tous les bus électriques ont été rappelés. Petit défaut. Il faut savoir aussi, alors si on en est là au niveau des fiascos et des dangers qui attendent l'économie française, on n'a jamais eu autant de réacteurs nucléaires à l'arrêt. Alors c'est pour maintenance parce qu'il y a un défaut de fabrication sur une partie du circuit. Donc la maintenance, ça prend très longtemps parce qu'il faut travailler sur des matériaux nucléaires, enlever le truc, radioactif, remettre le truc, faire les tests, etc. Et donc la production électrique française est au plus bas depuis 10 ans. Alors qu'on va se couper, bien sûr, du gaz russe et de plein d'autres choses. C'est vraiment un alignement des planètes assez formidable, je dois dire. Bruno Le Maire qui promettait une croissance phénoménale, on est à zéro, hein, Bruno le rebond. La petite balle. Hop. Et donc le central du budget est à l'arrêt, mais vous avez la moitié des réacteurs français qui sont à l'arrêt. Et donc on n'a jamais aussi peu produit d'électricité en France, alors qu'on est des gros producteurs qui exportons notre électricité d'habitude. Ça c'est 5 ans d'Emmanuel Macron. Maintenant on a 50 plus, et 1, et 2, et 50 plus. Je ne vous raconte pas dans 5 ans. On va le suivre au quotidien puisque cette revue de presse, grâce à vous, à vos abonnements, elle va se pérenniser. On va voir comment ça va se passer, mais je pense qu'on va avoir des revues de presse assez marrantes et d'autres assez tristes. Mais on essaiera toujours de garder le moral et la bonne humeur parce que c'est ça qui fait que vous venez écouter tous les matins en disant mais après tout, perdu pour perdu, autant commencer la matinée au jambonneau et au calva. Tiens, allez hop, file-moi ça, allez hop, on emballe. Merci. Et puis je vais aller lire Révolution d'Emmanuel Macron. Le mec a écrit un livre. Un livre, c'était quand il était candidat en 2017, Révolution. Bon là, il était président, il n'avait pas le temps, tout ça, d'écrire. J'imagine quand il sera plus président qu'il va faire une somme comme De Gaulle, un truc écrit par je sais pas qui, illisible, ça va être très bien. Et le jacuzzi arrive. On était avec Antoine dimanche, on a parlé du jacuzzi, on prépare un truc phénoménal. Restez bien présents, connectés, vous allez voir. Tant qu'on aura l'électricité et du réseau, on va vous faire un épisode Matacalin
un peu trash, mais qui sera... les enfants pourront regarder, vous inquiétez pas, hein, on reste propre dans le jacuzzi. Puisqu'on vous avez fait cette promesse quand vous étiez une centaine à regarder la revue de presse que voilà, maintenant vous êtes plus de 1500, donc le jacuzzi arrive évidemment. Et quand on passera les 2000 tous les matins, je sais pas qu'est-ce qu'on va promettre. Peut-être qu'on fera le bunker du monde moderne. Je sais pas, on trouvera un truc. Il y aura des guests pour le jacuzzi. Peut-être. Il y aura des grosses surprises. Il y aura vraiment des grosses surprises. Voilà. Gérard Larcher. Michel Drucker, Gérard Larcher. Des bimbos, évidemment. Gérard Larcher, en bimbo, tu fais pas mieux, quoi. À Dubaï, il se l'arrache. Hein. Est-ce que Gérard pourrait venir pour une soirée un peu SM? Non, Gérard, il peut pas. C'est le deuxième personnage de l'État français. Il fait pas des prestations comme ça, Gérard Larcher. Bon, quand il vendait des avions, il était moins regardant. Non, mais non, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, on verra des homards, bien sûr. Vous me donnez de très bonnes idées, là. C'est assez marrant. Des putes, de la coke et Laurent Bigorgne. Oh là là, le mélange. C'est étonnant tout ça. Du cuir évidemment. Non, par contre, oui, peut-être que je vais commencer à préparer mon costume de l'apocalypse. Hein. Commencer aussi à réfléchir comment vous habiller quand il n'y aura plus d'essence comme dans Mad Max. Hein, parce que tu dis à quel moment les humains s'habillent comme dans Mad Max. Bah, c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir à votre costume. Hein, parce que c'est pas quand il n'y aura plus rien à manger que du carton de pâte que tu vas dire merde, où est-ce que je vais aller acheter un pantalon en cuir, bordel. Et voilà, ce sera trop tard. Donc il faut dès à présent commencer un petit stock de lanières, de porte-flingues, de patchs pour les yeux, de masques de hockey, enfin un truc tu vois où tu es sûr que tu auras de la gueule quand ce sera la fin du monde. T'arrives et tu dis ah ouais, c'est lui le chef quoi. Voilà. Sinon, toi t'arrives avec ton costard, ta vieille chemise Décathlon, tes sandales, t'es pas habillé pour la fin du monde, mec. On va te rouler dessus, là. On va te manger. Tu sais qu'avec tes sandales, là, on va te manger. Hein. Donc, non, faut être prêt. Exactement. Donc, c'est maintenant qu'il faut préparer votre tenue de survivant. Hein. La tenue de survivant, c'est très important pour la suite. Voilà. Et on pourrait peut-être faire d'ailleurs une soirée du monde moderne où tout le monde viendrait déguisé en survivant. Et où les flics débarqueraient. Ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Merci à tous de suivre cette revue de presse chaque matin. N'hésitez pas à vous abonner, soit ici avec Prime sur Twitch, sinon sur patreon.com, le monde moderne. Et puis à partager, comme vous le faites chaque matin, cette revue de presse. Je vous souhaite une excellente journée. Ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Tant qu'on peut, il faut. Hein, voilà. Et comme le dirait Carlos, hein, voilà. Voyez la vie du bon côté et si jamais ça va pas, ayez toujours une malle sous la main, ça peut toujours rendre service. Voilà. Allez, bonne journée, ciao.